70年前的今天，毛泽东同志在这里向世界庄严宣告了中华人民共和国的成立。中国人民从此站起来了。这一伟大事件彻底改变了近代以后100多年中国积贫积弱、受人欺凌的悲惨命运。中华民族走上了实现伟大复兴的壮阔道路。Le 30 avril 1948, le comité central du PCC publie un appel à la célébration de la fête internationale du travail du 1er mai. Tous les partis démocratiques, tous les groupes populaires et toutes les notabilités sont invités à tenir rapidement une conférence consultative politique pour discuter de l'organisation d'une assemblée populaire et de la création d'un gouvernement de coalition démocratique. Toute la société chinoise réagit chaleureusement à l'appel du 1er mai. Au même moment, à Hong Kong, se rassemble un grand nombre de démocrates patriotes. Sous la direction du comité central du PCC, Pan Han-Mien et Chen Zheguang sont chargés de les envoyer discrètement dans les régions libérées par des navires étrangers loués sous le prétexte de transporter des marchandises. De septembre 1948 à mars 1949, plus de 350 démocrates patriotes rejoignent le nord du pays en 7 groupes. Les mots leur manquent pour exprimer leur émotion. Ils se massent autour de Chen Junju, alors âgé de 74 ans. Au moment où des démocrates se rendent dans les régions libérées en septembre 1948, le bureau politique du comité central du PCC tient une réunion élargie pour discuter du régime à établir pour la nouvelle république qui verra le jour. Mao Zedong souligna « Nous pratiquons la dictature démocratique populaire. Les gouvernements de tous les échelons doivent porter le mot populaire dans leur nom. » En mars 1949, un an après l'installation du comité central du PCC à Xibaipo, les troupes communistes ont remporté la victoire des 3 batailles décisives. La ville de Beiping a été aussi libérée pacifiquement en janvier. Après l'hiver, le printemps arrive avec toute sa vitalité. Le 5 mars, la 2e session plénière du 7e congrès du PCC est ouverte. La question de transférer les priorités du travail du PCC de la campagne à la ville figure dans l'ordre du jour. La réunion définit les politiques fondamentales à adopter dans les domaines politiques, économiques et diplomatiques après la libération de toute la Chine et indique l'orientation de développement de la Chine visant à passer d'un pays agricole à un pays industriel, d'une société néo-démocratique à une société socialiste. Mao Zedong indiqua « Remporter la victoire dans tout le pays n'est que le premier pas de la longue marche ». Il mit en garde tous les membres du PCC en soulignant « Nous devons rester modestes et prudents au lieu de nous montrer présomptueux et irréfléchis. Nous devons maintenir la simplicité dans la vie et l'ardeur dans le travail. » Le 23 mars, Mao Zedong quitte Xibaipo, le dernier siège du commandement de la révolution chinoise dans les régions rurales, conduisant les organes du comité central du PCC vers la ville de Beiping. Au moment du départ, il dit à Zhou Enlai « Aujourd'hui, nous nous présentons à une grande épreuve. » Zhou Enlai lui répond « Nous devons réussir, ne reculons pas. » Mao Zedong ajoute « Reculer, c'est l'échec.
Nous devons l'éviter et tâcher d'obtenir de bons résultats. Dans l'après-midi du 25 mars, Mao Zedong et d'autres dirigeants du comité central du PCC arrivent à l'aéroport Shiyuan de Beiping et rencontrent 1 millier de représentants de différents milieux sociaux et de démocrates. Puis ils passent en revue les troupes. Le soir même, le comité central du PCC s'installe dans les collines de Xiangshan à l'ouest de Beiping. À Beiping, Mao Zedong rencontra un très grand nombre de démocrates patriotes pour discuter de la fondation du nouvel État. Le 15 juin 1949, le premier plénum de la réunion préparatoire de la nouvelle conférence consultative politique est inauguré au pavillon Qinzheng à Zhongnanhai, en présence de 134 représentants de différents milieux sociaux. Durant la préparation de la nouvelle conférence consultative politique, Zhou Enlai est chargé d'élaborer le programme commun de la conférence consultative politique du peuple chinois. Le texte du programme, avant d'être soumis à l'examen, fut révisé au moins 8 fois. Le jour de la clôture du premier plénum de la réunion préparatoire de la nouvelle conférence consultative politique, le 19 juin 1949, Mao Zedong écrit une lettre à Song Qingling, épouse de Sun Yat-sen, qui vit à Shanghai, l'invitant à monter au nord pour discuter ensemble des grands dossiers nationaux. Peu après, Deng Yingchao arrive à Shanghai avec des lettres écrites par Mao Zedong et Zhou Enlai. Pour expliquer ouvertement à l'ensemble du peuple la position du PCC sur la fondation d'une Chine nouvelle, à l'issue du premier plénum de la réunion préparatoire de la nouvelle conférence consultative politique, Mao Zedong écrit en 2 jours l'article intitulé « La dictature démocratique populaire », dans lequel il affirme « Notre expérience peut se résumer en un seul point. La dictature démocratique populaire est placée sous la direction de la classe ouvrière par l'intermédiaire du Parti communiste et basée sur l'alliance des ouvriers et des paysans. » L'article est publié le 30 juin. Le lendemain, 30 000 personnes se sont rassemblées à Beiping pour célébrer le 28e anniversaire de la création du PCC. C'est la première fois que le PCC organise un grand événement public à Beiping pour fêter le jour de sa création. Le PCC, à cet instant, comme le disait Mao Zedong, n'est plus un enfant ni un adolescent, mais un adulte. Le peuple est le maître de la Chine nouvelle. Son emblème national est à concevoir par le peuple. En juillet 1949, l'appel aux avis sur le drapeau, l'emblème et l'hymne nationaux de la Chine nouvelle est lancé par le biais des journaux et de la radio. Nombreux sont ceux qui y répondent en proposant leur version du drapeau national. Le dessin d'un ouvrier shanghaïen, Zheng Liansong, attire l'attention. Le drapeau rouge à 5 étoiles, basé sur ces idées, illustre la grande unité du peuple tout entier sous la direction du PCC. Le 28 août 1949, Song Qingling arrive à Beiping. Elle est attendue par Mao Zedong, Zhu De et Zhou Enlai sur le quai.
Le 21 septembre, le premier plénum de la conférence consultative politique du peuple chinois se tient en présence de 662 représentants de 46 établissements. Durant la conférence, un grand nombre de décisions importantes sont prises. La Réunion adopte la datation selon l'ère commune et change l'appellation d'heure légale du centre en heure de Beijing. Le 29 septembre, la Réunion adopte le programme commun de la conférence consultative politique du peuple chinois, lequel stipule clairement que le régime de la Chine nouvelle est la dictature démocratique populaire et que l'Assemblée populaire constitue son système fondamental. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Constitution en 1954, le programme commun fait office de constitution provisoire. La Réunion élit unanimement Mao Zedong comme président du gouvernement populaire central et Zhu De, Liu Shaoqi, Song Qingling, Li Jishen, Zhang Lan, Gao Gang comme vice-président. Le 1er octobre, Zhou Enlai est nommé Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. La Chine est désormais entrée dans une nouvelle ère historique. Le 30 septembre à 18h, tous les représentants de la Réunion arrivent sur la place Tiananmen pour la cérémonie de pose de la première pierre du monument aux héros du peuple. Chacune des vies perdues, chacune des gouttes de sang versées et chacun des monuments dressés resteront gravés à jamais dans les annales de la République. Le 1er octobre 1949, à 15h, la cérémonie de fondation de la République populaire de Chine se tient sur la place Tiananmen.
Le commandant en chef Zhu De passe en revue les 3 armées de l'APL. La marine de l'APL, qui défile, a été créée 5 mois auparavant. Les 155 soldats au défilé sont pour la plupart des mutins de la marine du Kuomintang. C'est un moment glorieux, inscrit à jamais dans l'histoire du PCC et de la Chine nouvelle. Pour la première fois, le peuple est devenu le maître de son pays, de la société et de son propre destin. Le peuple chinois est désormais debout. La Chine nouvelle est reconnue et soutenue par l'Union soviétique, les pays démocratiques populaires de l'Europe de l'Est, des pays asiatiques et de l'Europe occidentale. En décembre 1949, Mao Zedong effectue une visite en Union soviétique. Le 14 février 1950, les gouvernements des 2 pays signent officiellement le traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle entre la Chine et l'Union soviétique, ainsi que des accords relatifs. La Chine nouvelle a vu le jour, mais le PCC et le peuple chinois sont toujours confrontés à de graves défis. Sur le plan militaire, la guerre de libération du peuple n'est pas encore complètement révolue. Le 23 mai 1951, avec la libération pacifique du Tibet, la partie continentale de la Chine fut enfin réunifiée. Les gouvernements populaires à tous les échelons sont rapidement mis en place. Selon les instructions unifiées du comité central du PCC, une vaste opération d'anéantissement des bandits dans les régions nouvellement libérées est menée. Fin juin 1951, le fléau des bandits était éliminé pour l'essentiel sur la partie continentale. Au lendemain de la fondation de la Chine nouvelle, une campagne de fermeture des maisons closes et de prohibition des drogues est menée dans l'ensemble du pays. En quelques années,
La prostitution disparaît complètement. L'opium et les drogues ayant affaibli la nation pendant un siècle sont bannis. Le Kuomintang a laissé derrière lui un pays dévasté, souffrant de graves récessions économiques. À cette époque-là, certains pensent que le PCC peut prendre le pouvoir avec l'armée, mais ne peut pas gouverner le pays avec l'armée. D'autres doutent des capacités du PCC à gérer les affaires économiques. Le 10 juin 1949, à peine 2 semaines après la libération de Shanghai, la commission du contrôle militaire de Shanghai ferme le quartier général des spéculations financières, la bourse de Shanghai, ce qui réprime fortement les activités illégales compromettant la santé financière du pays. La monnaie renminbi peut ainsi entrer en circulation sur le marché. Lors de la deuxième session plénière du 7e congrès du PCC à Shibaipo, le comité central du PCC prend la décision formelle de mettre en place une commission centrale des finances et de l'économie. En juillet 1949, la commission est créée avec Chen Yun comme président. Elle se met immédiatement à stabiliser les prix et à réguler les finances et l'économie. À partir du 15 octobre, des spéculateurs provoquent des montées en flèche de prix par l'accaparement de marchandises. Sous la coordination du comité central du PCC, une grande quantité de céréales, de coton et de charbon sont envoyés des 4 coins du pays vers les grandes villes. Le 25 novembre, jour marqué par la plus importante flambée des prix, les autorités des grandes villes se mettent à brader les marchandises d'un côté et à pratiquer l'austérité monétaire et à percevoir des taxes de l'autre. Les spéculateurs font faillite les uns après les autres. En mars 1950, l'État promulgue officiellement des mesures sur l'homogénéisation des systèmes fiscaux pour centraliser la gestion des finances et de l'économie dans l'ensemble du pays. Au lendemain de la fondation de la Chine nouvelle, il y avait encore plus de 300 millions d'habitants des régions nouvellement libérées qui ne bénéficiaient pas de la réforme agraire. En juin 1950, la 8e réunion du comité du gouvernement populaire central examine et adopte la loi de la République populaire de Chine sur la réforme agraire. Fin 1952, la réforme agraire permet de mettre à la disposition de 300 millions de paysans dépourvus ou possédant peu de champs environ 47 millions d'hectares de terres arables dans la majorité de la partie continentale de la Chine. En automne 1950, un an après la fondation de la Chine nouvelle, la capitale Beijing accueille des spectateurs de la célébration de la fête nationale venus des 4 coins du pays. Le 3 octobre, Mao Zedong assiste à un spectacle donné par des artistes de différentes ethnies et écrit un poème dédié à la grande unité de la Chine multiethnique. Les ténèbres pesaient sur le pays pauvre. Les démons agissaient à leur guise pendant 100 ans. Les 500 millions d'âmes peinaient à vivre en paix. Quand le premier cri du coq perce la nuit, toutes les ethnies se réunissent en allégresse pour le fêter. Et les poètes sont heureux de les accompagner par leurs écrits.
从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，会举起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲。